Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Au printemps 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, Hans Scholl, revenu à Munich du front de l'Est où il vient d'accomplir une période militaire comme infirmier dans la 6e armée, décide, avec sa sœur Sophie et quelques amis étudiants en médecine, de passer à l'action contre le régime nazi. C'est à cette date que naquirent les écrits de la Rose Blanche. Ces messages, rédigés en commun sous la direction du professeur Kurt Huber, sont empreints d'un véritable humanisme et d'une foi chrétienne profonde. Ils étaient destinés à faire prendre conscience à leurs condisciples étudiants de ce qu'était l'horreur de la dictature qui les opprimait. Dictature qui allait jeter pendant des années le peuple allemand au banc des nations civilisées. Ils vont payer de leur vie, quelques mois plus tard, sous le couperet de la guillotine, dans une cour de prison, cette lucidité. La pureté et la grandeur de leur engagement ne peuvent se comparer avec celle d'autres mouvements de résistance, et à l'action des conjurés du 20 juillet 1944. À aucun moment, ils n'eurent le moindre espoir de renverser le régime national-socialiste. Ils crièrent seulement leur désespoir, ce que n'avaient pas fait les officiers qui tentèrent d'assassiner Hitler à la fin de la guerre. Ces derniers avaient toujours obéi sans discussion, alors qu'ils auraient pu se débarrasser de lui dès son arrivée au pouvoir 10 ans auparavant, ou même lors de l'agression contre la France et l'Angleterre. L'un d'entre eux, officier prussien d'origine aristocratique, prisonnier des Britanniques, déclara même qu'il n'avait rien décelé chez ce fou ignoble, à l'exception de ses costumes mal coupés et de sa détestable façon de se tenir à table. La grandeur spirituelle de la Rose Blanche place ces jeunes gens bien au-dessus de ceux qui, après avoir accepté grades, décorations et faveurs d'Hitler, tentèrent de se débarrasser de lui alors que les armées alliées débarquaient en Sicile et en Normandie et que l'armée rouge s'apprêtait à lancer les grandes offensives qui ne s'arrêteraient qu'à Berlin. Jamais Hans, Sophie, Alexander, Christoph, Willy et Kurt n'ont clamé des Heil mein Führer, nous t'obéirons, en levant le bras droit, et c'est pour cela que leur combat a été admirable. Ils doivent rester le symbole de ceux qui s'opposèrent au nazisme par la seule force de leur courage. 1. Une jeunesse allemande. C'étaient des amis, des étudiants qui avaient tous accompli au moment des faits qui les conduisirent à la guillotine, plus de 3 ans de guerre, de service militaire et de travail obligatoire, car comme la plupart des étudiants en médecine d'Allemagne, ils avaient été mobilisés pendant la campagne de France en 1940 et avaient accompli plusieurs périodes militaires à la 6e armée, celle de Paulus et de Stalingrad. Ils savaient ce qu'était la guerre et ils en étaient revenus profondément meurtris. Même Sophie Scholl, en dépit de ses 20 ans, était préoccupée du sort de son jeune fiancé, capitaine dans la Wehrmacht et mobilisé à l'Est. Ils étaient liés non seulement par l'amitié qui rapproche les membres d'une promotion universitaire, mais plus forte encore, par celle qui lie les anciens combattants. Ils savaient par expérience ce que représente le danger mortel et la valeur d'un camarade sur lequel on peut compter sans solliciter directement son aide. Leur groupe, la Rose Blanche, s'était constitué sur ces bases. Christoph Probst et Alexander Schmorell se connaissaient depuis 1935, puis ce dernier avait fait la rencontre de Hans Scholl dans un cercle d'étudiants en juin 1941. Les autres membres du groupe ne les rejoignirent qu'au cours de l'été 1942. Outre leurs études et leur expérience militaire, ils étaient de familles bourgeoises, de tendance libérale pour les enfants Scholl, ou plus conservatrices comme celle de leur professeur Kurt Huber, plus âgé qu'eux. Enfin, même s'ils étaient tous unis par une foi chrétienne profonde, ils appartenaient à différentes confessions. Les enfants Scholl venaient d'une famille protestante, Willy Graf et le professeur Huber d'un milieu catholique, Christoph Probst avait été élevé dans la foi, mais hors de toute église, tandis qu'Alexander Schmorell était membre de la religion russe orthodoxe. Ils étaient en 2e ou 3e année de médecine, sauf Sophie qui était inscrite en philosophie. Ils avaient fait d'excellentes études et participé au mouvement de jeunesse du régime, ce qui était la règle commune en Allemagne. Les adolescents étaient embrigadés, toutes classes sociales confondues, dans des associations destinées à former une communauté germanique disciplinée, soudée par le sentiment d'appartenir au même peuple, fier de ses origines, apte à devenir de bons soldats. Ces jeunes gens qui, dans une vie normale, seraient devenus des notables comme leurs parents furent pour leur malheur et pour celui de millions d'adolescents nés à la même époque, victimes de l'une des plus noires périodes de l'histoire de l'humanité.
L'armistice de novembre 1918 qui avait été salué dans toutes les capitales européennes, y compris à Berlin par une liesse de joie et d'enthousiasme, allait se transformer pour l'Allemagne en cauchemar. Lors d'une défaite, il y a des vainqueurs et des vaincus, et au manque de générosité des premiers, répond l'esprit de revanche des autres, avec la même difficulté pour tous de reprendre une vie normale, passer le temps des retrouvailles familiales. Il est difficile pour un ancien combattant, après avoir, pendant 3, 4 ou 5 ans, passé chaque nuit son tour de garde au créneau d'une tranchée ou commandé une section, de reprendre sa place derrière un bureau, un établi ou une charrue, et d'être dirigé par un petit chef qui n'a été qu'un embusqué pendant qu'il se battait. À cette date, Hitler lui-même n'était qu'un vagabond sans abri, avec pour tout bien sa croix de fer gagnée au combat et son mépris des politiciens qui avaient bradé l'honneur de l'Allemagne. Âgé de 30 ans, apatride, sans amis ni argent, dépourvu de toute expérience professionnelle, il avait accepté pour survivre, de moucharder ses anciens camarades ayant participé au bref régime révolutionnaire de Munich en avril 1919. Cette activité, il allait la remplir à l'entière satisfaction de ses chefs, qui le chargèrent de suivre de près l'agitation brouillonne d'un petit groupe de travailleurs. Il devait en faire le parti nazi, et en devenir le Führer. En franchissant pour la première fois l'entrée de la brasserie munichoise où se réunissait la bande d'illuminés qu'il devait espionner, Hitler était persuadé qu'il n'allait plus revenir dans cet endroit. Il allait pourtant en faire le lieu culte de son régime. Car contrairement à ceux qui n'avaient pas jugé bon, après 4 ans de guerre, de l'élever au-dessus du grade de caporal, il y avait parmi les participants à la réunion, 2 hommes qui surent tout de suite ce qu'ils pouvaient attendre de lui, le capitaine Ernst Röhm, une brute sadique et homosexuelle, qui sera exécutée au cours de la nuit des longs couteaux, et Anton Drexler, un socialiste, brillant organisateur. Ils décelèrent très vite les dons d'orateur hors du commun de ce nouvel adhérent. Hitler allait s'avérer, de réunions d'ouvriers et de chômeurs en salle de congrès bondée, un redoutable débatteur, au charisme conduisant ses auditeurs à entrer littéralement en transe. Il basait son discours sur quelques idées fortes et simples. La communauté allemande, le travail, du pain, de l'exercice physique et de l'effort, et répétait inlassablement jusqu'à s'emporter, que l'Allemagne avait été injustement condamnée à porter la responsabilité d'une guerre perdue, et que le traité de Versailles était une honte qu'il fallait effacer par le sang. Il demandait à ses auditeurs subjugués de l'aider à relever le pays de la boue où il était pris au piège. Cet agitateur mal fagoté d'une vieille vareuse militaire élimée, aux paroles simplistes et violentes, dépourvu de toute culture, bavard et mythomane, coiffé d'un chapeau sans forme surgi de la nuit infernale, allait soulever la tempête, dans un pays en proie au chômage, à la crise économique, à la dévaluation de sa monnaie et à l'échec politique d'une république, incapable de remplacer un empire en faillite. Son idée de restaurer un gouvernement de droite fort et autoritaire séduisait de plus en plus de personnes, jusqu'à faire oublier aux hobro-prussiens de la classe militaire qu'ils n'avaient affaire qu'à un clochard autrichien. Les élections se suivaient les unes après les autres, sans apporter la moindre solution à la crise. Les murs des immeubles, le sol des rues étaient jonchés d'affiches aux effigies d'Hindenburg, de Thälmann, des chefs socialistes ou communistes. À chaque nouvelle consultation électorale, le parti nazi progressait. Dans ce contexte apocalyptique, les futurs membres de la Rose Blanche échappèrent en grande partie aux difficultés du moment du fait de leur jeunesse et de leur origine sociale. Ils n'étaient pas de ceux qui fréquentaient les soupes populaires. Même si leurs parents n'hésitaient pas à leur faire comprendre les dangers de la situation, ils aimaient leur pays et les nazis savaient leur en parler en bien. Le père d'Hans et de Sophie était très opposé aux assassins et malfaiteurs que représentaient pour lui les nouveaux dirigeants. Il fit d'ailleurs plusieurs séjours au commissariat de son quartier pour avoir critiqué la clique, qui peu à peu prenait le pouvoir. Il comparait Hitler au joueur de flûte des légendes germaniques qui, à l'aide de son fifre, conduisait les enfants à la mort. Il fallait se méfier de tout, et même éviter de se plaindre aux autorités, car il n'était pas rare de voir des citoyens dirigés vers une prison ou un camp de détention, encadrés par des SA goguenards dont ils avaient dénoncé en vain les exactions, portant au cou des pancartes où était inscrit que désormais ils ne se plaindraient plus à la police. C'était le temps où les militants démocrates, communistes ou socialistes, peuplaient les camps de rééducation, et celui de l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
Il allait apporter à chaque Allemand la grandeur et le bien-être qui lui manquaient. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.